voilà, la question, ici, je ne viens pas en mon nom propre, parce que là, ce que je vais vous dire, ça correspond au travail d'une association depuis 15 ans. Moi, j'y suis rentré il y a moins de temps que ça. Donc c'est un travail collectif, et puis c'est l'état d'une réflexion de l'association. C'est pas figé. Mais voilà, où est-ce qu'on en est dans nos travaux de mémoire du jeu de rôle, puisque fondamentalement le GROG, avec 11 000 ouvrages décrits, c'est une mémoire du jeu de rôle. Il y a dans notre base de données des quantités de jeux dont vous n'avez jamais entendu parler, dont je n'ai jamais entendu parler parce que je n'ai pas tout lu, et des quantités d'ouvrages oubliés, etc., etc. Donc en soi, on a une œuvre de mémoire du jeu de rôle. Bon, le seul truc, c'est qu'on s'est fixé comme idée de répertorier tous les jeux de rôle et qu'on échoue tous les jours. Et on continuera à échouer, c'est beaucoup trop vaste. Mais bon, on fait comme on peut. Alors, du coup, ça nous a posé depuis 15 ans, et nous, c'est toute l'association, moi je suis arrivé après, je suis la 3e génération administrateur, des problèmes de classement, des problèmes de frontières, des problèmes de type, de catégorie, etc. Et du coup, on a régulièrement des débats en interne sur ces questions en tant qu'encyclopédiste amateur mais ambitieux. Donc je vais essayer de vous faire partager un peu l'état de nos réflexions et les problèmes qui se posent, sachant que un certain nombre de problèmes de classement, typologie ont évolué, c'est-à-dire que les questions ne sont plus les mêmes qu'il y a 15 ans. Et que des fois, le GROG paye le fait que il a été conçu à une autre époque du jeu de rôle. Et donc ça se voit, ça se sent, mais on fait ce qu'on peut. Alors, le premier problème, bon, pour vous montrer les difficultés du classement, voilà à quoi ça ressemble les statistiques du GROG. Et vous voyez qu'on parle de gamme, on en a plus de 1000. On a des jeux amateurs, ça je vais y revenir. Qu'est-ce que nous appelons jeux amateurs? Ça n'a plus le même sens il y a 15 ans, et ça n'a peut-être plus de sens. Donc les ouvrages, on a des types d'ouvrages, on a la question support papier et numérique, on a ici des auteurs et des éditeurs, et on a des biographies d'auteurs, d'éditeurs, de traducteurs, etc. Bon, je ne parlerai pas des langues et des critiques, on pourra en parler aussi, mais on n'aura pas le temps. Alors, sur le premier problème, c'est un peu la question de la frontière, la limite du jeu de rôle. Alors déjà, un petit point historique, pour rappeler que le premier jeu de rôle, on en parle régulièrement, mais si vous voyez bien la couverture qui est là, il y a marqué « Règles pour Wargame médiéval fantastique ». Pour campagne de Wargame médiéval fantastique, jouable avec papier, crayon et figurines. Voilà comment le premier jeu de rôle se décrit lui-même. Il ne se décrit pas en tant que jeu de rôle, le mot ne figure pas, et il se décrit en tant que Wargame. J'ai horreur quand il me fait ça. Et ça, c'est pour montrer la suite. C'est 2 ans après, et vous voyez qu'il y a toujours marqué Wargame médiéval fantastique, c'est-à-dire en 76-77, TSR continue à définir ce qu'il publie comme du wargame. Alors, le jeu de rôle a donc dû se dégager, faire une première frontière avec le wargame. Alors la première frontière, elle est assez évidente, finalement, c'est l'aspect collaboratif. Dans le jeu de rôle, les joueurs jouent ensemble et affrontent une adversité qui vient du meneur. Dans le wargame, les joueurs jouent les uns contre les autres, en 2 camps ou plus, et le meneur n'est en fait que ce que les Anglais appellent le referee, c'est-à-dire celui qui fait référence en matière de règles. Donc c'est un rôle différent, et c'est ce basculement-là qui fait que le jeu de rôle n'est plus du wargame. Mais il garde cette origine-là, et on le voit, je veux dire, TSR a mis plusieurs années, toi tu m'énerves, à faire cette distinction. Alors après, le jeu de rôle s'est distingué d'autres choses. À noter qu'à l'époque, en faisant du collaboratif, il se distingue aussi du jeu de société. Dans les années 70, le jeu de société, c'est conflictuel. Aujourd'hui, il y a des jeux de société collaboratifs, ce qui brouille une frontière. Mais c'est relativement récent comme mouvement, les jeux de société des années 70, pour rien vous cacher, les jeux de société de mon enfance, et ben c'était compétitif. Et ça faisait partie du jeu, on était en compétition. Alors après, il y a eu d'autres choses qui ont posé des problèmes et qui ont dû amener à poser des frontières. Il y a par exemple les livres dont vous êtes le héros, inspirés du jeu de rôle mais qui n'en sont pas, et on va voir pourquoi.
Il y a eu les jeux vidéo, il y a eu les jeux narrativistes, dont certains fans ont expliqué sur des pages entières pourquoi ça n'était pas du jeu de rôle, pendant que d'autres, ou les mêmes, venaient nous voir en disant « mais si c'est du jeu de rôle, il faut que vous en parliez ». C'est parfois compliqué à gérer. Du coup, il y a la question de tracer une frontière. Alors, en notant une première chose, les joueurs n'ont pas besoin de tracer cette frontière. Eux, ils sont là pour jouer. Tracer cette frontière, c'est une question pour les théoriciens qui ont envie de tracer les frontières, et puis c'est une question pour une association qui a des moyens limités, qui s'est fixé une mission et qui ne veut pas tout faire. Je veux dire, si Trick Track fait un certain nombre de choses, très bien, on ne va pas aller marcher sur leur plate-bande. Et donc, les loups-garous de tierce-lieu, qui servent souvent de référence dans nos débats internes, on ne va pas le ficher. D'accord ? Mais après, il reste à justifier. Pourquoi pas les loups-garous de tierce-lieu ? Pourquoi pas Il était une fois ? Pourquoi pas Oui, Seigneur et Ténèbres ? Donc voilà, ça c'est un peu... Alors, je ne rentre pas dans les débats sur la définition, je vous dis simplement que le grog a sa propre définition, qui n'est en fait pas une définition, juste une méthode d'analyse. Un point de départ pour la réflexion. Donc je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Nos critères de classement. Qu'est-ce qui fait qu'on dit ça c'est dans notre mission et ça ne l'est pas? Fondamentalement, il y a deux types de critères. Il y a celui-ci, là il y a deux critères qui sont des critères non négociables. En gros, ceux-là, s'ils ne sont pas validés, c'est pas bon. Alors, les deux critères, c'est d'abord, il faut être plusieurs. Même si la jonction se fait par Internet, parce que vous voudrez, il faut être plusieurs. C'est un jeu de société. Ça ne se joue pas tout seul, et du coup, on élimine les lits dont vous êtes le héros, par exemple. Le deuxième critère, le résultat d'une action est interprété par un humain. Ça élimine en particulier les jeux vidéo. Au sens où, d'accord, le jeu vidéo a été programmé par des humains, mais il n'empêche qu'au moment où vous choisissez votre action, elle est interprétée par un ordinateur en fonction d'un programme prédéterminé, et d'ailleurs, si vous faites quelque chose qui n'est pas dans le programme, vous ne pouvez pas. Le jeu de rôle, c'est des humains qui interprètent, et donc ils peuvent changer la règle, ils peuvent improviser si ce n'est pas prévu, etc. Donc le jeu de rôle, pour nous, il y a ce critère-là. C'est un joueur ou le groupe de joueurs qui décide des conséquences de l'action. Donc voilà. Ça, c'est deux critères déjà donc comme j'ai dit, c'est des critères qui ne sont pas négociables. Je ne sais pas pourquoi il a ce comportement, il ne devrait pas. Alors après, il y a la liste des critères négociables. Alors les listes des critères négociables, première chose, ils ne sont pas hiérarchisés du tout. Hein, c'est juste une liste. Ensuite, comment ça fonctionne? En fait, c'est quand un jeu est un peu tangent, on regarde combien de critères, combien de cases il coche. Plus il en coche, mieux c'est. Et de toute façon, si c'est tangent, ça se terminera, je vous le dis tout de suite, par un vote. Et on assume, oui, on peut avoir voté à une époque et avoir pris un jeu qu'aujourd'hui on ne prendrait pas. On ne va pas le virer de la base pour autant, mais ce n'est pas la peine de vous pointer en faisant mon jeu, c'est du même genre que tel autre, vous devez le prendre, si je veux d'abord. On votera et on prendra ou on ne prendra pas. On refuse de se laisser un peu trop paralyser par le passé, du genre assumez, vous avez fait une fois une erreur, maintenant vous la traînez. Si le jeu ne nous plaît pas, ne nous convainc pas aujourd'hui, on ne le validera pas. Et ce n'est pas une question de qualité, c'est juste une question de tracer une frontière, encore une fois. Donc, je vous dis rapidement vous devez pouvoir les lire. Un meneur de jeu, en admettant qu'il peut être tournant ou collectif. Création de personnages, en admettant que parfois vous ne jouez que des personnages prétirés. Évolution des personnages, un système d'expérience, de changement, de modification du personnage au fil des aventures, en admettant là encore qu'il y a des one-shots et des choses comme ça. Un élément de hasard, mais ce n'est pas toujours le cas. Des actions qui sont plus imaginées que mimées, on n'est pas au grandeur nature ou au théâtre. Vous pouvez mimer un peu, mais ça ne doit pas être essentiel, sinon on est au théâtre. Pas de vainqueur, c'est le côté collaboratif, même si certains jeux de rôle, là encore, et qui sont dans notre base, déterminent des vainqueurs ou un meilleur joueur ou un meilleur personnage, etc. Vivre des histoires différentes avec le même personnage, c'est-à-dire que vous ne répétez pas indéfiniment la même partie. Il y a des jeux qui sont sur ce thème-là. Je pense à un jeu où vous jouez le président des colonies martiennes et puis vous êtes tout seul face à un MJ qui vous fait des ennuis et puis vous essayez de développer vos colonies. Et il n'y a qu'une seule histoire à raconter, c'est l'histoire de colonies martiennes. Alors ça peut se dérouler différemment à chaque fois, mais vous êtes toujours le président des colonies martiennes face à vous. Pour nous, ça pose problème. Encore une fois, ça dépend combien il en valide. Et puis la diversité des personnages, la question de les loups-garous de tierce-lieu, qui sont, comme j'ai dit, un point de référence dans nos discussions.
On va pas afficher, si on fiche ça, on fiche aussi le loup-garou de tierce-lieu. Bon, bah non, alors. L'idée que dans le loup-garou de tierce-lieu, par exemple, et dans beaucoup d'autres jeux, en fait, le personnage, vous ne l'interprétez pas. Le personnage, c'est juste le pion avec lequel vous rentrez dans le jeu. Mais finalement, vous n'interprétez pas tellement plus votre villageois de loup-garou de tierce-lieu que vous n'interprétez un personnage différent en Monopoly quand vous avez pris le pion voiture ou le pion chapeau ou le pion... Enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire, c'est un pion, c'est pas vraiment un personnage. Donc voilà ce qu'on utilise pour distinguer, pour faire une frontière, en sachant que, bah oui, tout le monde n'a pas besoin d'une frontière, mais nous, on en a besoin. Donc on fait une frontière. Et évidemment, ça, c'est très discutable. On a régulièrement des engueulades, des gens qui nous arrivent dessus. Pourquoi vous n'avez pas fiché mon jeu favori, qui est génial absolument et qui doit y être aussi des fois des gens qui nous disent tel ou tel type de jeu devrait être fiché chez vous. Je suis même prêt à vous en faire un ou deux. Oui, mais attends, il s'agit d'entrer à une nouvelle section, de nous faire un ou deux jeux, puis de se barrer de la section quasiment vide et à nous de faire la suite. T'es gentil, mais non. Après tout, si les gens sont vraiment prêts à s'engager, d'ailleurs, ils n'ont même pas besoin de nous, ils créent leur propre site et puis ils font leur propre truc. Et des fois, il y a un peu le côté, non, mais je voudrais profiter de votre notoriété. Même si ce que je fais, j'estime que c'est pas du jeu de rôle, je veux profiter de votre notoriété. Il arrête de faire ça, lui. Alors, autre chose que je vais développer un peu, nous avons pris le risque dès l'origine d'avoir un classement par thème. C'est très compliqué de faire des thèmes de jeux de rôle. Alors, on a 19. Voyons un peu ce que ça pose comme problème. Alors, première chose, ces thèmes, c'est quoi? Alors, essentiellement, c'est des thèmes qui font référence à l'univers du jeu. Essentiellement, mais pas seulement, ce serait trop facile. Alors, ce sont des types d'univers. Alors, déjà, première note sur ces thèmes, si vous les voyez bien, il y en a qui... normalement, un jeu doit en avoir un et peut en avoir deux. Vous avez des petits chiffres en dessous qui ne sont peut-être pas très lisibles, mais je dirai quand il faut. Le premier chiffre, c'est le nombre de jeux classés professionnels dans ce thème, et le deuxième, le nombre de jeux amateurs. Alors, déjà, on peut remarquer que ce classement est très discutable. Regardez en haut à droite, vous avez Cyberpunk Anticipation, Cyberpunk Anticipation Fantastique. Soyons clairs, je suis convaincu que si Shadowrun n'avait pas eu tant de succès, ces deux catégories n'en formeraient qu'une. Mais voilà, il y a un jeu qui a eu tant de succès qu'il a imposé une catégorie qui est la moins remplie de toutes. 17 jeux professionnels, 5 jeux amateurs. C'est la moins remplie de toutes. Et pourtant, elle est là parce qu'il y a un jeu incontournable et qui a un peu forcé la main, à l'époque, avant on est arrivé, à ce qu'on crée ça. Autre chose discutable, discutable. Autre catégorie minuscule, voyage dans le temps, 17 jeux amateurs, 7 jeux professionnels. À côté de ça, vous avez Medieval Fantastic, 270, 103. Pointage hier soir. 270. Bon, après, on sait que le jeu de rôle, c'est d'abord et surtout du jeu Medfan, mais là, c'est écrit, c'est calculé. C'est la plus grosse de toutes les catégories. Medfan, c'est 270. Et encore, on a mis Medfan ici, mais on a mis historique ailleurs et historique fantastique ailleurs, si jamais on les mentionnait. De la même façon, on a distingué science-fiction et space opéra, post-apocalyptique et post-apocalyptique fantastique. Bon, tous ces débats, tout ça peut être discuté. Alors, après, autre chose qui est très spécifique au jeu de rôle, et je ne vois pas d'équivalent direct dans le roman, c'est cette catégorie que vous avez, deuxième ligne, première colonne, générique. En fait, c'est la catégorie des jeux qui n'ont pas de contexte. Donc c'est le contre-exemple de ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est fait pour les univers. Ben, celle-là, non. Celle-là, c'est les jeux qui n'ont pas de contexte, qui ne sont qu'un système de règles. Au sens courant du terme, pas au sens forgien, tout ça. Qui sont juste un système de règles sans univers. C'est une catégorie qui n'a évidemment pas d'équivalent si vous classez des romans. Ça n'a aucun sens. Ça n'a de sens qu'avec le jeu de rôle. Notons qu'il existe l'inverse. Des contextes sans règles. Alors, eux, ils sont classés dans les différentes catégories, et dans notre base de données, ils apparaissent dans des gammes fictives qui s'appellent les gammes génériques. Générique médiéval fantastique, générique science-fiction, etc. Parce qu'on a ce problème de est-ce qu'on classe par univers, est-ce qu'on classe par règle? Et ça, c'est un problème très spécifique au jeu de rôle. Voilà ce que je pouvais vous dire. Alors, juste pour clarifier, l'idée de gamme, en fait, c'est ce que vous appelez un jeu. Shadowrun, pour nous, c'est une gamme, avec différentes éditions et plein d'ouvrages différents. D'accord? Et donc, là, c'est les gammes qui sont classées.
Donc, alors, ça aussi, ça pose problème. Chaque ouvrage, théoriquement, chez nous, est relié à une gamme, une seule. Dans la pratique, on a parfois des problèmes pour en classer certains, et on les met en générique parce qu'ils sont reliés à plusieurs gammes. Alors, à noter que tout ce travail de classement n'a pas évité, première colonne, troisième ligne, inclassable. Ceux qu'on n'a pas su où mettre et qui aboutissent là. Même avec 18 catégories, on a besoin de la catégorie inclassable. Les trucs qu'on ne sait pas où mettre, il y en a quand même 46 en professionnel et 32 en amateur. C'est un des meilleurs ratios professionnel-amateur, là. Il y a quasiment autant d'amateurs que de professionnels. Alors, juste autre chose qui nous pose problème, enfin, qui est spécifique au jeu de rôle, c'est que nous avons un classement des types d'ouvrages. Alors, on classe, par exemple, livre de base, supplément de règles, supplément de contexte, et comme tout ne rentre pas, il y a supplément de règles et de contexte. Puis il y a campagne, il y a écran, il y a wargame, dont on ne se sert quasiment pas, c'est 0,2% de la base de données, mais c'était difficile de ne pas classer dans la catégorie Dragonlance le wargame Dragonlance qui conclut la série. Donc voilà, on a wargame, on a accessoires qui est pour mettre tout et n'importe quoi, on a des boîtes de bonbons Donjons et Dragons que nous avons classées. Le critère est quand même, l'accessoire doit pouvoir être utilisable en jeu. Ces boîtes de bonbons contiennent au dos du couvercle les caractéristiques d'un monstre. Donc c'est jouable. Donc elles sont rentrées dans la base. Voilà. Donc pour dire qu'en accessoire, il y a des choses étranges. Je me demande si je ne sais plus si la boîte de camembert de Raoul, on l'a mis ou pas. Est-ce qu'il y avait des caractéristiques dedans utilisables? Je ne sais plus. Alors, la question, ouais, la question est toujours, est-ce que c'est jouable? Donc les artbooks, s'il n'y a aucune caractéristique, si ce n'est pas utilisable en jeu, on ne les prend pas. Les romans non plus, sauf si à la fin du roman, il y a quelques feuilles de perso, par exemple. Donc voilà, c'est toujours ce critère, c'est du jeu. Si ce n'est pas du jeu, on ne va pas se lancer dans le répertoire des innombrables romans Warhammer 40 000, même si ils nous apprennent des choses sur l'univers du jeu, tant pis. Et puis pourquoi pas les films aussi et tout ça, et on est mort avant. Alors, donc disais-je, voilà les types d'ouvrages, je vous mets là. Alors, dans les évolutions récentes, il y a quelques années, on a rajouté kit de démo. Parce que ça n'existait pas littéralement il y a 15 ans, ça ne se faisait pas les kits de démo. Gratuits ou pas chers, diffusés en PDF ou sur papier, etc. Ça n'existait quasiment pas. Donc les premiers qu'on a eus, on les a classés en livre de base. Parce que oui, permet de faire une partie, il y a des règles, un contexte et des personnages. Et on a fini par se dire que peut-être qu'il fallait les distinguer du livre de base. Donc on a créé une catégorie kit de démo qui contraint quand même 86 ouvrages tout de suite. Donc voilà un petit peu un type de classement, et vous voyez que dans ce classement, il y a des choses qui n'ont pas d'équivalent dans d'autres types. Écran, kit de démo, wargame, accessoires, il y a des choses qui n'ont pas d'équivalent ailleurs, mais bon, dont on a besoin pour essayer de décrire un petit peu tout ce qui se passe dans le monde du jeu de rôle, du moins quand on est kamikaze, et qu'on essaye de tout décrire. Alors, autre chose, les auteurs. Alors, je ne vais pas détailler beaucoup, parce que le temps file, mais voilà. Premier problème, travail d'équipe. Et puis pour le système reprise de l'existence, c'est-à-dire quand vous faites un jeu, mais que vous avez repris le système écrit par quelqu'un d'autre, est-ce qu'on crédite le quelqu'un d'autre comme auteur? Sachant que si ça se trouve, il n'a pas écrit une ligne dans le bouquin. Vous avez repris ses idées. Est-ce qu'on le crédite? Pour l'univers, qui on crédite pour le jeu de rôle Les Terres du Milieu, The One Ring? Vous mettez Tolkien, il est mort avant même qu'on les écrive. Et puis alors, à qui vous créditez pour le jeu de rôle Star Wars ou James Bond? D'accord? Vous avez un sérieux problème. Après, ça peut donner des choses compliquées, du genre, Vampire était inspiré de l'univers d'Anne Rice, mais rajouté des règles. Mais ensuite, une version Vampire pour GURPS c'est sorti. Qui est l'auteur de quoi là-dedans? Vous voyez ce que je veux dire quand je dis que ça pose problème? Alors, d'autres problèmes, bon évidemment, est-ce qu'on crédite Lovecraft pour rappel de tout? Classiquement. Et puis, une question qui m'est venue aussi, c'est pourquoi est-ce qu'on ne crédite pas les testeurs? Après tout, ils ont participé à l'élaboration du jeu. Ne serait-ce que par leurs remarques, leurs critiques, ils ont joué un rôle. Ils ont joué un rôle, et bon, l'exemple que j'avais noté, c'était Alexandre Dumas, qui a crédité comme co-auteur de Conte de Monte Cristo quelqu'un qui n'a pas écrit une ligne sur le Conte de Monte Cristo.
Simplement, quand il a lu le premier jet, il lui a fait une remarque qui a inspiré Alexandre Dumas, en gros, le premier volume, qu'il a rajouté aux 2 autres. Donc, il a rajouté un tiers du texte sur l'idée de quelqu'un. Mais il l'a crédité comme co-auteur. On pourrait créditer nos testeurs, à savoir ce qu'ils ont fait. Est-ce que le test, si le recueil du test c'était ouais, c'est sympa, c'est sûr qu'ils n'ont pas forcément apporté grand-chose. Mais des fois, le testeur a pu apporter tas de choses. Nous n'en savons rien et ça pose question. Alors après, vous avez le problème des bouquins de White Wolf, où vous avez 36 fonctions qui sont assez difficiles à traduire des fois, le line designer, le head ceci, etc., accompagné éventuellement de blagues à usage interne, et vous êtes là à savoir qui je dois accréditer. Parce que non, c'est un réel problème. Parce qu'après, l'idée, c'est quand même qu'on a 2000 biographies. Alors, nous, on a retenu les auteurs, les traducteurs, et même pas tout ce qui est graphique, les illustrateurs, et puis éventuellement photographes ou cartographes peuvent être ajoutés. Du coup, ça nous pose des problèmes, parce que, par exemple, auteur, on met sur la même ligne, au même niveau, quelqu'un qui a écrit 95% du bouquin et quelqu'un qui a écrit un texte d'ambiance dans un coin de 2 paragraphes. Et il y a des auteurs qui nous l'ont reproché. Nous, on ne peut pas savoir. On ne prend pas en compte le maquettiste. Et il y a 15-20 ans, c'est vrai que le maquettiste, on ne s'en soucie pas tellement. C'était pas crucial, le maquettiste. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de travail de maquettiste. Et on a eu des maquettistes qui nous ont demandé, on dit, c'est pour mon exposition professionnelle, c'est important que je sois chez vous. Ben oui, mais on n'a pas prévu et on ne va pas revenir en arrière et retravailler 11 000 descriptions de bouquins en y rajoutant des maquettistes. Donc on n'a pas mis les maquettistes, mais c'est un problème. C'est de plus en plus un problème. On distingue l'illustrateur de couverture, ça normalement c'est pas mal, parce qu'en mesure où on met les couvertures, ça permet d'aller voir qu'est-ce qu'il a fait ce type et d'avoir au moins des exemples de son travail. Photographe et cartographe, on les a mis pour le principe, souvent c'est pas rempli, mais bon, des fois on sait que c'est un photographe ou un cartographe, donc on met. C'est compliqué à gérer cette histoire d'auteur. Et puis je vous dis, le travail d'équipe, et le travail d'équipe pas forcément à égalité, la reprise d'idées ou d'univers existants, c'est tout un problème et qu'on ne trouve pas forcément ailleurs. Alors après, autre question qui nous pose problème aussi, on distingue jeux professionnels et jeux amateurs, ils sont traités différemment dans la base et ils sont traités différemment dans nos règles de fonctionnement. Un jeu amateur, l'auteur peut venir nous faire sa fiche, il nous décrit son jeu. Un jeu professionnel, tous ceux qui sont contributeurs sont interdits d'écrire la fiche, pour des questions d'indépendance. Le problème aujourd'hui, c'est de distinguer les deux. Quand vous avez quelqu'un qui s'auto-édite, quand vous avez quelqu'un qui met son PDF en ligne sur Internet, quand vous avez quelqu'un qui met son PDF sur Lulu, vous faites comment pour distinguer amateur et professionnel? Autrefois, c'était facile. Vous avez l'amateur qui faisait des photocopies mal mises en page et pas illustrées, ou alors par sa petite sœur, et puis vous avez le professionnel qui passait par un éditeur, etc., etc. Maintenant, ça devient très flou. Ça devient très flou, du coup on essaye de rebaptiser, on se demande comment faire, on s'est fixé comme critère, si quelqu'un dans la chaîne gagne de l'argent, c'est pro, ce qui veut dire si vous passez par Lulu, c'est pro, parce que Lulu gagne de l'argent. Même si vous n'en gagnez pas, lui, il en gagne. Mais voilà, c'est un critère qui a le mérite d'avoir une certaine objectivité. Maintenant, ça n'épuise pas la question. Autre problème, bon, évidemment, l'auto-édition, les indépendants, les productions de fans, qu'est-ce qu'on en fait? Enfin bon, voilà. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire. Et puis en même temps, si on supprime toute cette distinction, ça veut dire qu'on on met à égalité tous les jeux et que le type qui a fait son travail dans son coin, qui est une œuvre de fan, de passionné, etc., il se trouve jugé à égalité avec le professionnel, il se trouve jugé et donc il se trouvera peut-être descendu en flamme parce que son jeu n'est pas assez bien illustré par rapport à celui de machin. Oui, mais attends, moi je l'ai fait tout seul, lui il a travaillé en équipe. Donc voilà, on retrouve ces problèmes-là. Par exemple, sur notre site aussi, vous pouvez mettre des critiques avec des notes sur les jeux pro, sur les jeux amateurs, vous mettez un commentaire et il n'y a pas de note. Justement pour ne pas massacrer des auteurs amateurs qui font ça tranquillement. Mais la notion de professionnel dans le jeu de rôle en France, c'est quand même très abstrait. Hein. Je pense qu'il y a moins de gens qui vivent de l'écriture de jeux de rôle en France que de personnel à la cantine de mon lycée, quoi. En gros, hein, des gens qui vivent professionnellement de l'écriture du jeu de rôle, à mon avis, voilà, ça se compte sur les doigts d'une main
Un lépreux. En France. Donc voilà un petit peu les questions que je posais. J'ai plus de questions que de réponses, mais l'idée c'est de vous laisser aussi le temps pour poser des questions après. Donc voilà, à vous de jouer. Quelques questions. On fait passer comme ça. Faites rapide. Je vais faire très rapide. Dans le cas des maquettistes, premièrement, pourquoi pas simplement mettre illustrateur et maquettiste, qui permettrait de les inclure petit à petit, on n'est pas obligé de revenir en arrière non plus les 11 000 titres, en effet. Ou alors, quand tu as un maquettiste qui a édité un jeu, alors il peut faire la fiche de ce jeu-là, puisqu'il n'est pas pris en compte dans la base de données. Alors, c'est vrai qu'il n'est pas pris en compte, et on a un autre problème, ce que je n'ai pas dit, mais un auteur peut faire un mot d'auteur sur son jeu. C'est pas une critique ou un commentaire, même si on a déjà eu des auteurs qui ont essayé sous pseudonyme de faire une critique très positive de leur propre jeu. C'est pas une blague. Je ne dirais pas qui, mais j'ai le nom. Et qui terminait en mettant... au fait, j'ai mis un pseudo si ça vous dérange pas. Non, mais si on a fait une règle, c'est que ça nous dérange, mon gars. Sérieux. Réellement. J'ai lu la critique qui se terminait par « ça vous dérange pas », j'ai fait ça sous un pseudo. Donc voilà. Donc les auteurs peuvent mettre un mot d'auteur, mais l'éditeur, par exemple, ne peut pas écrire la fiche du jeu, et il ne peut pas mettre de mot d'auteur non plus, parce qu'il n'est pas l'auteur, donc en fait, il ne peut rien faire sur le jeu. C'est un peu dommage. Et alors le maquettiste serait pour nous probablement dans le même problème, c'est-à-dire quelqu'un qui a participé au jeu, normalement on ne le laisse pas écrire la fiche, et il n'y a que l'auteur qui peut faire un mot d'auteur, donc il peut faire un commentaire dessus. Donc c'est vrai que là on est coincé dans nos règles. Et bon, on ne sait pas comment faire évoluer ça pour l'instant. Après, on n'a pas non plus 36 demandes. Mais voilà, ça fait partie des problèmes, oui. Et en tout cas, je retiens l'idée de mettre le maquettiste avec l'illustrateur, pourquoi pas. Alors, une question un peu technique, je m'excuse par avance. Je voulais savoir si dans votre travail de classification, vous vous êtes inspiré de la classification en facettes de Ranganathan, ou si en fait vous êtes arrivé à ce type de classification de manière empirique. Alors, plusieurs réponses. D'abord, la classification, elle date en grande partie d'avant mon arrivée sur le grog. Donc je n'ai pas la réponse au sens propre du terme, ça s'est fait quand je n'y étais pas. Ensuite, je soupçonne que les gens qui ont fait la classification n'avaient aucune idée de ce dont tu parles. Il faut être clair, le grog a été créé il y a 15 ans, et c'était un projet de fin d'études de 5 étudiants en informatique de Grenoble. Et à mon avis, les étudiants en informatique ne connaissaient pas le nom que tu viens de prononcer. Voilà. Moi non plus d'ailleurs. On va en discuter après. Mais on peut en discuter après, bien sûr. Je pense que c'était purement pragmatique. Oui, merci beaucoup pour l'information et pour le travail énorme accompli par le groupe depuis 15 ans. C'est génial. J'avais une question sur la suite. C'est-à-dire, est-ce que vous avez la moindre idée de la masse de jeux qui n'est pas encore du tout utilisée, voire connue par le GROG? Et en gros, comment vous faites pour ajouter des nouveaux jeux et pour aller chercher des jeux dont vous n'avez encore jamais entendu parler? Alors, ouais. PS la question, comment vous faites pour les jeux qui sont dans des langues bizarres que peu de gens parlent? Et comment vous faites appel à des gens pour ça? Alors, comment on fait? On fait comme on peut en fait. Le principe de fonctionnement. D'abord, pour les jeux bizarres, dans des langues bizarres, souvent c'est venu par un coup quand on avait un correspondant. Par exemple, pendant longtemps, on a reçu des fiches de jeux japonais totalement improbables par un Français installé au Japon. Au début, j'ai cru qu'il était collégien parce que son orthographe et sa grammaire étaient calamiteuses. En fait, non. C'est juste que ce gars vivait et travaillait au Japon depuis des années, en anglais et en japonais. Il n'utilisait plus le français depuis longtemps, sauf pour nous. Au début, il fallait qu'on passe à 3, voire 4 sur ses fiches pour enlever toutes les fautes. Parce que le premier, après avoir lu la moitié de la fiche, il ne savait plus où il était. Donc c'était... Bon, il s'est amélioré avec le temps. Et puis depuis Fukushima, on n'a plus de nouvelles de lui. C'est pas une blague. En fait, il nous a quand même dit non, je ne suis pas dans cette partie-là du Japon, ça va bien, mais je pense qu'il était rapatrié en France depuis, on n'a plus de fiches de jeu. Donc voilà. En fait, c'est des correspondants qui nous fournissent. Alors, l'autre astuce aussi, c'est quand un jeu est traduit à l'identique, on se contente de trouver les noms des traducteurs, enfin, voilà, deux, trois choses qui ont changé, et la fiche est la même en fait.
Mais on a des trucs en interlingua, dont j'ignorais l'existence jusque-là, en espéranto, mais en fait ça c'est par exemple des petits scénarios de découverte Ars Magica qui ont été traduits dans 25 langues, donc en fait il s'agit juste de mettre le mot traducteur et le nom de la langue et c'est parti. Voilà. Après, il faut être clair, 75% des jeux de la base sont en anglais, 25% sont en français et le reste est derrière la virgule. Enfin j'exagère, mais c'est à peu près ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme jeu? En gros, on essaye de suivre à peu près toute la production française. On n'y arrive pas totalement. Alors, production française, y compris traduction. On n'y arrive pas totalement. On a par exemple un très gros retard sur Pathfinder, qui a publié à une vitesse phénoménale. Et puis, voilà, il n'y avait personne de chez nous qui était passionné par Pathfinder. Mais voilà, on essaye de suivre à peu près tout ce qui se fait en français. Pour les États-Unis, il est probable qu'on manque les 3/4 de la production américaine. Et pourtant, ça représente 3/4 de notre base de données. Et dans les autres pays, il faut être clair quand même, il y a beaucoup de pays qui produisent peu de jeux de rôle. Donc on ne manque pas forcément grand-chose. Mais oui, on manque les jeux d'autres pays quand on n'a pas un correspondant sur place pour nous les faire. À part ça, je rappelle que c'est collaboratif. N'importe qui peut nous proposer une fiche. Il n'y a même pas besoin d'être membre de l'association ou quoi que ce soit. Vous allez sur le site, vous créez un profil et vous voyez s'ouvrir l'icône, enfin le menu proposer une fiche. Vous cliquez dessus et vous laissez guider, vous rentrez votre fiche. Donc n'importe qui peut proposer des fiches. C'est un de nos problèmes à l'heure actuelle, il n'y a pas assez de gens qui nous proposent des fiches. Donc si vous avez quoi que ce soit qui n'est pas fiché, vous êtes le bienvenu à faire la fiche et à nous l'envoyer. Et vous avez, en fait c'est une série de questions et vous répondez, quoi. Donc vous pouvez, je déconseille de la faire totalement en ligne, des fois que vous perdez tout le boulot parce qu'à la fin vous avez une déconnexion. Préparez un peu la description, c'est le plus long à la maison, puis le reste vous remplissez au fur et à mesure. Vous rentrez les cases, vous cochez, vous avez des menus déroulants, etc. Oui, bonjour. Tout d'abord, merci pour tout le travail du GROG. Comme le titre était « Comment conserver le jeu de rôle à la mémoire du jeu de rôle », je me demandais à quand un musée du jeu de rôle ou une bibliothèque avec toutes ces œuvres. Est-ce que vous êtes au courant d'un projet, d'une idée? Qu'est-ce que vous en pensez? Il me semble que le Centre national du jeu Boulogne-Billancourt a récupéré des collections entières de jeux de rôle et donc devrait avoir les moyens de faire ça. Le GROG n'a pas de local. Le local du GROG, c'est nos maisons à chacun. Le GROG en plus n'est pas géolocalisé, comme disait quelqu'un tout à l'heure. Le GROG, moi je suis à Lyon, quelqu'un est à Grenoble, deux autres sont à Paris, il y en a un à Rennes, enfin voilà. Le GROG n'a absolument aucune possibilité physique. Si vous voulez, le matériel qu'on utilise d'habitude pour faire un stand sur une convention, il y en a un tiers chez moi, un tiers chez un Parisien, un tiers à Grenoble. Voilà, c'est tout, c'est rangé dans un sac dans ma chambre, quoi. On n'a pas de local de stockage. Donc nous, on ne peut pas faire ce genre de choses. Mais c'est vrai que ce serait une idée, hein. C'est juste qu'on ne peut pas. C'est pas notre boulot. Un sondage très rapide, qui a déjà fait une fiche ici au GROG? Les autres, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Je peux vous dire qu'une fiche, ça peut se faire relativement vite quand on a l'habitude. Et je peux vous dire que moi, j'en suis à pas loin de 400. Je crois qu'on va je suis désolé, hein, mais on va faire une pause rapide de 10 minutes pour qu'on puisse s'installer.